Alors, on va essayer de comprendre ce soir avec nos invités un certain nombre de choses très simples a priori, mais que nous avons peut-être oubliées. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? Qu'est-ce que c'est qu'un virus? Qu'est-ce que c'est qu'une bactérie, une épidémie, une pandémie? Qu'est-ce que c'est être contaminé? Est-ce qu'on se souvient un petit peu de l'ADN, de l'ARN, voire de l'ARN messager qui jouera un rôle dans notre propos et le code génétique? Alors, nous avons pour cela ce soir quatre intervenants qui sont avec nous. Je les salue et je les remercie très chaleureusement. Un médecin tout d'abord, Claude Duret, qui est à la fois médecin et élu. Il est élu à Frontenex comme maire de la commune. C'est un médecin généraliste qui a depuis très longtemps été au contact de tout un tas de maladies. Donc, on va se baser sur son expérience. Nous avons également Martine Berthet, qui, dans un emploi du temps extrêmement contraint, a accepté d'être parmi nous ce soir. Martine Berthet est pharmacienne. Elle est aussi sénatrice de la Savoie. Et c'est d'ailleurs à ce titre que nous allons lui demander d'intervenir d'abord comme pharmacienne, où on lui posera un certain nombre de questions, et ensuite comme sénatrice, où nous aurons aussi un certain nombre de questions à lui poser. Il y a également, et c'est une très grande chance de l'avoir, Maxence Fermine, que je salue cordialement. Maxence, un certain nombre de gens le connaissent, c'est un écrivain. Si vous n'avez pas lu, on vous conseille, Zen, Neige, etc., etc. Et d'ailleurs, il nous dira peut-être un secret, c'est qu'il est en train d'en écrire d'autres. Mais c'est aussi un malade. Et c'est là que ça devient moins drôle, parce que ce malade a été malade du ou de la Covid. Et en avril, il était très, très, très malade. Et quand on s'est dit qu'on allait parler de maladie et qu'on allait parler de manière de lutter contre la maladie, il était important que nous puissions avoir son témoignage. Par ailleurs, Philippe Mazur, que je salue également. Philippe est le vice-président de l'Université populaire et on lui a donné une charge toute particulière. Cette charge toute particulière, c'est de s'occuper des sciences dites dures ou expérimentales à l'Université populaire, parce que, vous l'avez vu, dans l'éducation tout au long de la vie, c'est très important et on est en train de nous dire aujourd'hui, d'ailleurs dans les médias, qu'en matière de sciences et de mathématiques, nous avons quelques progrès à faire. Donc, si l'université populaire, dont le credo est découvrir, apprendre, comprendre, échanger, créer, agir, peut servir à quelque chose, c'est tout à son honneur. Et Philippe prendra un angle très particulier qui sera l'angle de la défiance, puisqu'il ne vous a pas échappé que dans ce débat d'actualité, un certain nombre de nos concitoyens, étonnamment, par rapport à d'autres pays, montrent une certaine réticence à se faire vacciner. D'autres ont peur, d'autres se disent que peut-être on leur prépare quelque chose de tout à fait secret et de tout à fait dangereux. Et il est important qu'on puisse s'interroger sur ce phénomène. Nous le ferons avec Philippe tout à l'heure. Puis après, tout simplement, le dialogue s'engagera entre les uns et les autres et nous pourrons, en faisant attention de ne pas terminer au-delà de 21h30, nous pourrons échanger sur différents thèmes et justement nous répondre les uns aux autres. Alors, je vais passer tout d'abord la parole à nos deux, je dirais, spécialistes scientifiques de cette affaire-là, même si on est devant quelque chose d'un petit peu inédit, puisque cette maladie-là, chers amis médecins et pharmaciennes, vous ne l'avez a priori jamais soignée. C'est une première et ça pose donc un certain nombre de problèmes spécifiques. Avant peut-être de vous poser les questions centrales de ce débat, peut-être si on pouvait, et là que ce soit Claude, soit Martine, comme ils le souhaitent, donner un certain nombre de définitions. C'est quoi un vaccin, déjà? Un vaccin, c'est une... si je peux me Oui, oui, je permettre, t'en prie, je Martine, t'en prie. Et Oui, oui, Martine, vas-y, quand elle le vas-y. souhaite, intervient aussi. un vaccin, je dirais que c'est un moyen qui a été inventé par M. Pasteur pour lutter contre une maladie infectieuse, qu'elle soit, à l'époque, c'était bactérien, ou qu'elle soit virale. Donc, c'est un moyen à la fois de prévention en particulier.
Alors, il y en a beaucoup des vaccins. Est-ce que Mais, ça marche pour tout ou... effectivement, il y a beaucoup de vaccins, en particulier depuis déjà les années 50, on a inventé différents vaccins, le vaccin de la poliomyélite, diphtérie, tétanos progressivement, l'hépatite B, euh, le- plusieurs autres vaccins, la typhoïde, rougeole, oreillon, rubéole, toutes ces maladies infectieuses qu'on a réussi à limiter, à contrecarrer par des vaccinations qui ont été instaurées, qui ont été d'abord recommandées, puis qui ont été obligatoires depuis quelques années. Alors, tu viens de prononcer un autre de nos mots-clés dans le glossaire, et soit Martine, soit toi pouvez y répondre. Une maladie infectieuse, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes victimes d'une maladie infectieuse? Et qu'est-ce qui se passerait si nous n'avions pas de vaccin pour y remédier? Ouais, une maladie infectieuse est provoquée soit par un virus, soit par une bactérie. C'est deux choses différentes, mais elles provoquent une infection de notre organisme. Et ce qui se passe, c'est que cet organisme développe la maladie provoquée par ces agents infectieux de façon à la fois un peu tout le monde de la même façon, d'une façon générale, et à la fois aussi personnelle en fonction de nos antécédents. L'évolution de cette maladie peut être variable. Alors certains parmi nous, dont moi, furent de très mauvais élèves dans certaines matières, et donc je dirais mes souvenirs d'une la différence entre une bactérie et un virus sont un peu lointains. Qui est-ce qui m'explique ça? Martine, elle va t'expliquer ça. Allez, bonsoir à tout le monde. Oui, donc dans un virus, il n'y a qu'un brin d'acide désoxyribonucléique. En fait, il n'y a qu'un ARN, il n'y a pas une double conjugaison, une double hélice. Alors que dans une bactérie, il y a bien la double hélice et l'ADN, pas l'ARN seulement. Et qu'est-ce qui est vivant? C'est la bactérie, le virus ou les deux? Ah ben, les deux sont vivants, hein, et donc les deux peuvent venir infecter le corps humain. Si le corps produit suffisamment d'anticorps pour pouvoir se défendre, la maladie ne se développe pas. Mais quand c'est un virus qui est très invasif ou une bactérie très invasive, notre corps n'arrive pas à se défendre. Et c'est là qu'il faut agir de façon, aider notre organisme à se défendre en lui apprenant à fabriquer, en le forçant à fabriquer des anticorps par le vaccin qui est injecté, puisque dans le vaccin, on va aller injecter une partie du virus ou de la bactérie. Alors, ça peut être un bout d'ARN, là, comme ça va être le cas, par exemple, sur les 2 vaccins qui vont sortir, ou ça peut être des protéines, par exemple. Ça peut même être aussi un vaccin vivant que l'on atténue. Voilà, il y a différentes façons d'aller obliger le corps à fabriquer des anticorps pour se protéger contre la maladie. Alors bien sûr, on va vous parler spécifiquement ou on va vous interroger spécifiquement sur cette maladie, la Covid-19, et sur le vaccin pour lutter contre. Mais peut-être revenons aux vaccins d'avant, ceux que nous connaissions bien. Vous le disiez, Martine, ils sont de plusieurs natures. Comment est-ce qu'on pourrait faire une typologie facile des vaccins pour que nous puissions mieux comprendre? Alors, typologie, donc je disais, il y a ceux qui sont des vaccins vivants, enfin faits à partir de virus inactivés, ceux qui sont faits à partir de protéines, de virus ou de bactéries, et ceux qui sont des vaccins vivants atténués pour diminuer leurs effets. Ce sont ceux-là, finalement, qui sont peut-être un petit peu plus susceptibles de donner des effets secondaires. Mais il y a suffisamment de recul, en principe, pour que l'on puisse connaître ces effets secondaires. C'est vrai que on a par exemple dans ces vaccins vivants atténués la rubéole, mais malgré tout, il faut toujours regarder en fait le bénéfice par rapport au risque. Et on se rend compte, quoi qu'il en soit, que le bénéfice est toujours supérieur au risque. Sinon, ces produits ne sont pas mis sur le marché, ils ne sont pas autorisés par la Alors, NSM et la Haute Autorité. pour ceux qui sont de ma génération,
on se souvient des épouvantables douleurs à l'épaule qu'on avait lorsqu'on passait au service militaire avec ces merveilleuses piqûres qu'on vous faisait à la chaîne. Bon, après, j'ai eu quelques vaccins, ça faisait nettement moins mal, il y avait nettement moins d'effets secondaires. Parlez-nous un petit peu de un vaccin, normalement, ça fait quoi? Est-ce que ça fait la même chose à tout le monde ou est-ce que ça fait des choses différentes à des personnes différentes? Tu réponds, Claude, peut-être Oui, en ou... fait, le vaccin, c'est donc, comme le disait Martine, l'injection d'une bactérie ou d'un virus, alors virus ou bactérie inactivée ou atténuée, ou d'une protéine de ce même virus ou de cette même bactérie. Les réactions, en général, plus c'est un virus inactivé, plus il y a peu de réactions. Plus, quand c'est un fragment, c'est-à-dire une protéine de ce virus ou de cette bactérie, il y a encore moins de réactions. Ce qui provoque actuellement le plus de réactions, finalement, c'est plutôt le support. Le support dans lequel on met la partie permettant, on injecte la partie virale ou bactérienne qui va entraîner la réaction de défense de l'organisme par une réaction immunitaire, une réponse immunitaire. Donc, chaque individu réagit à sa façon. Il y a en général, au point d'injection, il y a une réaction un peu douloureuse pendant 24 ou 48 heures, parfois plus, ça dépend du vaccin et ça dépend des réactions personnelles de chaque individu. Parfois, dans un virus atténué qui est, je dirais, un peu diminué, beaucoup diminué même, il peut y avoir une réaction fébrile, une rougeur locale, ou parfois des réactions plus générales avec un syndrome fébrile et des courbatures. Mais en général, avec les vaccins actuels, il y a quand même peu de réactions. Alors, on reviendra tout à l'heure, bien évidemment, à la fois sur la Covid et puis sur les vaccins contre la Covid et peut-être une typologie ou une description de leurs différences entre justement les anciens vaccins et ceux-là. Je voudrais qu'on passe malgré tout sur un mot important également qu'on n'a pas totalement défini. Qu'est-ce que c'est que contaminer quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe exactement lorsqu'il y a contamination? La contamination, il s'agit de la transmission de l'agent infectieux à une autre personne. C'est-à-dire que, par exemple, tu es porteur d'un virus ou d'une bactérie, tu peux contaminer quelqu'un. Quand c'est un virus ou une bactérie qui a une action, enfin qui s'ingère, qui se met au niveau des voies aériennes supérieures, tu vas contaminer par les voies aériennes. Quand c'est, par exemple, une gastroentérite, là, ça va être plus une contamination par les mains. C'est-à-dire que si les mains sont souillées, ça va être une contamination de main à main, par exemple. La COVID, c'est une contamination par les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire le fludge, je dirais les postillons, la minime gouttelette de salive qu'on envoie jusqu'à pratiquement 1 mètre depuis la bouche quand on parle, par exemple. Et c'est ce virus qui est envoyé dans l'air qui va contaminer une autre personne. Alors, Martine le disait tout à l'heure, il y a des effets désirables et il y a des effets indésirables. Parmi les effets désirables du vaccin, donc depuis Pasteur, on en connaît quelques-uns, c'est que ça permet de fabriquer des anticorps, c'est ça, Martine? Oui, c'est ça. En fait, l'organisme va fabriquer des anticorps et quand il va être contaminé par le virus ou la bactérie, eh bien, il va être en mesure de se défendre. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir ces vaccinations à grande échelle. C'est qu'en plus de ça, on a moins de virus qui circulent ou moins de bactéries. Mais voilà, l'effet en fait du vaccin, c'est ça, c'est d'aller permettre à l'organisme de se défendre. Alors, si je comprends bien, depuis le début des vaccins, en fait, si je parle comme tout un chacun, on peut nous mettre quelque chose de pas terrible dans le corps pour nous permettre justement d'être plus forts et pour pouvoir résister davantage. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Oui, C'est oui. ça, mais sauf que c'est quand même moins agressif que le virus ou la bactérie elle-même, active. Oui, parce qu'en fait, pardon.
Oui, Non, parce qu'en fait, on n'utilise qu'une petite partie ou que des protéines de surface. Ou voilà, enfin, donc, c'est beaucoup plus minime. Ce n'est pas vraiment la maladie complète que l'on injecte, heureusement. Alors, ça, c'était le temps d'avant, c'est-à-dire les maladies qu'on connaissait à peu près, ou on en découvre d'ailleurs tout le temps, et les remèdes qu'on connaissait à peu près, même si on en découvre là aussi tout le temps. Qu'est-ce qui change avec l'arrivée de la Covid, de votre point de vue de médecin et de pharmacienne? Devant quoi sommes-nous confrontés, qui est une première d'une certaine façon, à moins que ça ne soit pas une première? bah, je pense que c'est quand même pas loin d'être une première, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas du tout cette maladie. Donc, on a pu le voir avec les errements médicaux, à la fois professoraux, et puis les errements entraînés par les décisions professorales, les errements politiques que ça a entraîné. Mais c'est une maladie qu'on découvre, et c'est une maladie dont on apprend toutes les contraintes, tous les contours, et pour l'instant, on la méconnaît encore beaucoup trop. Alors, moi, je croyais que les scientifiques savaient tout, c'est donc pas le cas? Avant de connaître, ils ne savent pas. Ben Mais voilà. c'est bon, on a quand même eu déjà des précédents, puisqu'on a vu des virus émergents, comme par exemple il y a quelques années avec le virus H1N1. Et ce virus H1N1 était apparu sur l'animal et on s'était préparé, donc on avait vu ce virus, on s'était préparé au fait qu'il allait à un moment ou à un autre muter sur l'homme. Sauf qu'on ne peut pas prévoir, lorsque le virus mute sur l'homme, quel va être son niveau de dangerosité, de contagiosité, mais aussi le niveau de ses effets, de la maladie qui va être provoquée. Donc pour le H1N1, on s'était déjà préparé avec des masques, avec pas mal de choses, un vaccin qui était aussi préparé, il me semble. Mais quand le virus a muté sur l'homme, en fait, il a été très peu offensif, très peu invasif. Donc, voilà, il n'y a pas eu de suite. Mais il y a d'autres virus, hein, comme ceux-ci, qui émergent, comme le virus Ebola, le virus Zika aussi. Au fur et à mesure, il y a des virus. Mais ce qui est particulier dans celui-ci, c'est que c'est vraiment devenu une pandémie, qu'il y en a partout dans le monde. Et donc, il y a voilà, énormément de personnes contaminées. Alors, je crois que pour pouvoir passer à cette fois-ci le vaccin contre la Covid ou le Covid, il faudra qu'on se décide un jour de savoir comment on veut le dire. Il faut peut-être qu'on définisse un autre terme qui m'a paru encore plus barbare que ceux qui précédaient, c'est l'ARN messager. Qu'est-ce que c'est que l'ARN messager? Est-ce que quelqu'un peut nous donner des éclaircissements là-dessus? J'y vais, Martine. Vas-y. Alors, pour essayer d'être clair, l'ARN messager, ça va être la partie du virus du Covid, puisqu'on dit le virus, le Covid, et la Covid, c'est la maladie déclenchée par le Covid. Ça va être une partie de ce virus qui va être injectée à notre organisme. C'est l'ARN messager. Cet ARN messager va déclencher dans nos cellules la fabrication d'une protéine qu'on appelle la spike, c'est-à-dire la même protéine que celle qu'il a sur sa couronne. Une fois que nos cellules humaines ont fabriqué cette protéine, notre organisme va déclencher son système immunitaire pour analyser, reconnaître cette protéine et fabriquer les anticorps contre cette même protéine. Ce qui fait que lorsqu'on sera en contact avec le virus Covid-19, notre organisme ne saura pas que c'est un virus. Il va reconnaître simplement cette protéine et il va détruire le virus par ses anticorps fabriqués contre cette protéine. Alors, on lit des choses épouvantables, évidemment, un peu moins dans la presse, heureusement, que dans les réseaux sociaux, et parfois c'est terrible, où on dit qu'on va faire l'homme OGM, ou qu'on va justement transformer le code génétique des individus qui passeront éventuellement quelque chose de fort dangereux à leur descendance.
qu'est-ce que vous en dites de cela? Est-ce qu'il y a une réalité possible derrière tout cela ou pas du tout? Non, pas du tout. En fait, on injecte, comme le disait Claude, un petit morceau de l'ARN qui va servir à fabriquer cette protéine uniquement. Mais ce n'est pas pour autant que cet ARN va aller se combiner avec l'ADN humain. Non, non, pas du tout. En fait, la différence, c'est vrai, de la fabrication de ces vaccins par ARN messager, c'est que là, on injecte effectivement directement ce petit bout d'ARN. Mais on ne va pas l'injecter au cœur de la cellule humaine. Et alors, quand on se vaccine, est-ce qu'on se protège soi-même ou est-ce qu'on se protège soi-même et les autres? Bien sûr, soi-même et les autres, puisqu'on n'aura pas la maladie, donc on ne va pas pouvoir la transmettre. C'est ce qui est intéressant, justement, dans ce cas-là. C'est qu'à la fois on se protège et à la fois on protège les autres. Mais d'ailleurs, une maladie, une vaccination, comme par exemple la vaccination contre la grippe, quand on a des personnes sensibles à risque dans son entourage, quel que soit l'âge que l'on a, on a tout intérêt à se vacciner justement pour ne pas attraper la grippe et ne pas risquer de contaminer une personne fragile, faible de son entourage. Là, c'est la même chose. Et est-ce qu'a priori, alors peut-être pour les vaccins que vous connaissez déjà, et puis on parlera de la Covid également, est-ce qu'a priori on est protégé de façon temporaire ou est-ce qu'on est protégé de façon longue et si oui, de quelle longueur? Alors, en fait, je crois qu'on n'en sait encore rien. On espère que ça sera le plus long possible. On sait déjà que ce vaccin nécessite 2 injections séparées d'un mois pour relancer le système immunitaire. Mais apparemment, ça peut être très variable. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul pour dire si ça va être long ou pas, la protection. On peut se référer aussi un petit peu à ce qu'on a noté dans l'évolution de cette maladie de la Covid, c'est-à-dire que les gens qui ont été atteints, pour la plupart, ont gardé une bonne protection immunitaire, mais certains ont refait un épisode de la Covid, certainement moindre. Ce qui est certain, c'est que le fait d'être vacciné ne vous va pas, comme n'importe quel autre vaccin d'ailleurs, ne va pas vous prémunir obligatoirement contre la Covid, mais si vous la faites, vous la ferez en forme très mineure. Dans ce que vous entendez, vous, professionnels, le médecin et la pharmacienne, de ce qu'on dit à l'heure actuelle, allez, dans la rue, dans les réseaux sociaux, dans les médias, est-ce que, alors vous savez bien, quand on connaît bien un sujet, en général, on se dit que parfois il se dit beaucoup d'âneries sur le sujet. Est-ce que vous avez repéré quelques éléments que vous savez notoirement faux? De toute façon, alors notoirement faux, sur les vaccins, il y a toujours beaucoup de choses qui se disent. Quel que soit le vaccin, il y a beaucoup de personnes qui sont contre, alors que on voit bien d'ailleurs avec cette faible vaccination qu'il y a en France, cette vaccination qui a diminué en France ces dernières années, sur des maladies qui étaient éradiquées, on les voit bien réapparaître, d'autant plus avec les mouvements, les flux de population de plus en plus nombreux, les échanges, on a beaucoup d'immigration aussi. Donc, des personnes qui viennent de pays où il n'y a pas de vaccination, on voit bien que des maladies ont tendance à revenir. Je pense que Claude pourrait nous en parler, mais des maladies comme la poliomyélite reviennent alors qu'on les avait éradiquées parce qu'on était arrivé à faire une vaccination de masse. Donc, de toute façon, que ce soit ce virus ou d'autres maladies, enfin cette maladie ou d'autres, on sait qu'il y a une partie de la population qui est opposée. Et c'est bien pour cela d'ailleurs que c'était Agnès Buzyn, en décembre 2017, dans le cadre du PLFSS, on a voté une vaccination obligatoire pour 13 maladies, alors que jusque-là, ce n'était obligatoire que pour 3. Mais parce qu'on voit beaucoup de prévalence de ces maladies dans la population, y compris chez les adultes. Et en fait, ce n'est pas juste la maladie, mais c'est
des décès qui vont avec cette maladie. Dans ta pratique, Claude, dans ta pratique de médecin, est-ce que tu voyais beaucoup de gens qui avaient une certaine réticence, alors peut-être était liée à la peur ou une véritable défiance face à la vaccination? Oui, 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 je l'ai vu fréquemment. Mais mon but, ça a été d'informer. C'est sûr que je n'ai jamais obligé les gens, qui que ce soit, à se faire vacciner, mais j'ai expliqué quand même. Mais franchement, je pense qu'au fur et à mesure des années, j'ai vraiment eu l'impression que l'anti-vaccin grandissait quand même. Alors que nos vaccins, par rapport à ce que nous avons pu faire au début, je vous rappelle que par exemple pour la poliomyélite, moi je me souviens de vaccination de la poliomyélite qui était avec un vaccin atténué, qui était vivant mais atténué. Il y a eu la forme injectable, il y a eu la forme orale où on mettait le vaccin de la polio sur un sucre et on faisait prendre ce sucre pour vacciner pour la polio. Or, on s'est aperçu après que ce vaccin, qui était encore vivant, était évacué par les enfants, par les selles, et pouvait entraîner des contaminations. Donc, on a beaucoup progressé au niveau des vaccins. Les vaccins actuels sont des vaccins à la fois performants, plus sécurisés et plus fiables. Alors, il y a peut-être des exceptions. Est-ce qu'il y a des raisons rationnelles, hein, je ne parle pas de raisons qui ne le seraient pas, mais de raisons rationnelles pour un malade particulier de ne pas accepter la vaccination? Est-ce qu'il y a des gens pour lesquels ça pourrait être un réel danger? À propos de quel vaccin? Justement, jusqu'à présent, tous les vaccins existants, est-ce qu'il y avait par exemple des allergies particulières qui existaient pour certaines personnes? Et est-ce que, pour reprendre le terme de Martine, là, les effets indésirables auraient été plus forts que les effets désirables? Mais il y a certaines maladies qui prédisposent les gens à ne pas avoir la possibilité de développer suffisamment d'anticorps lors d'un vaccin. Alors, si c'est un vaccin atténué, ça peut être gênant, mais c'est quand même des maladies rares, des maladies où on a un système immunitaire très déficient. Dans ce cas-là, on évite de faire des vaccinations. Voilà. Oui, ou on peut faire aussi par demi-dose, en 2 demi-doses. Parfois pour la grippe, chez des personnes immunodéficientes, ça se fait aussi comme ça. On a entendu, Martine, dans les médias, le terme pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie exactement? Il faudra qu'il y ait une pharmacovigilance, a-t-on entendu? Alors ça, c'est en place pour tous les médicaments qui existent, hein, récents ou pas. Au niveau de chaque CHU, tout au moins, il y a des services de pharmacovigilance et qui sont chargés de recueillir toutes les transmissions par les professionnels de santé des effets secondaires qui ont été observés chez les patients. Donc, il y a un recueil de ces effets secondaires. Après, cela remonte à l'ANSM, à l'Agence nationale de sécurité du médicament, et ou à la HAS, d'ailleurs, à la Haute Autorité de Santé. Et en fonction de cela, soit les doses, soit les... je ne trouve plus le mot, zut. Enfin, ce qui dit à quelle maladie va servir le médicament peut être réajusté en fonction. En fait, la pharmacovigilance permet de détecter les effets secondaires qui pourraient apparaître ou aussi des mésusages, parce que parfois, sur certains médicaments, il y a de mauvaises utilisations. Il y a des médicaments pour lesquels il y a eu de gros problèmes, et en fait, parce que je ne trouve plus le mot, aide-moi Claude, j'ai mangé le nom. Comment on dit Bref, la cible voulue n'était pas celle utilisée. Je pense au Mediator qui, par exemple, a été utilisé pour faire maigrir des personnes, alors que ce n'était pas du tout, au départ, le but de ce médicament. Merci de cette première partie déjà. Je pense qu'on va pouvoir passer la parole à notre cher malade et néanmoins écrivain, ou à notre cher écrivain et néanmoins malade. Maxence, est-ce que tu pourrais nous dire finalement, bon, nous décrire un petit peu ce que tu as vécu et que tu as d'ailleurs magnifiquement écrit,
Et puis ensuite nous dire ce que toi tu comptes faire lorsqu'il y aura des vaccins disponibles. La parole est à toi. Oui, merci. Ben, écoute, mon cher Eric, ce qui est certain, c'est que si mon médecin me dit de me faire vacciner, je vais me faire vacciner. Je pense que c'est trop sérieux, cette maladie, elle est vraiment mortelle, elle est très létale. Et je n'ai pas de comorbidité, j'ai la cinquantaine, mais je ne suis pas si vieux que ça, et j'ai souffert le martyre depuis le fin mars que j'ai été contaminé. Je suis resté tout le mois d'avril alité chez moi, j'ai fait 5 passages à l'hôpital, et 8 mois après l'infection, j'ai encore des stigmates. Alors je vais de mieux en mieux, j'ai de moins en moins de crises d'asthme, mais j'ai encore des douleurs musculaires très souvent. J'ai eu une myocardite, j'ai eu beaucoup de complications. On a même suspecté une suspicion d'embolie pulmonaire, mais heureusement, ça n'était pas ça. Mais je n'ai jamais vécu une telle tragédie, une telle horreur. Et je pensais que bon, je suis un sujet un petit peu facile pour les grippes. Effectivement, j'ai tendance, malheureusement, je ne me suis jamais fait vacciner et maintenant il va falloir que je le fasse. J'ai contracté la grippe à 2 reprises, à 10 ans d'intervalle, et j'ai mis 1 mois à m'en remettre. Et là, cette Covid ou ce Covid m'a complètement surpris. En fait, c'était une grande fatigue au départ. Et ensuite, bon, je ne passe les détails, mais des diarrhées, des choses comme ça, très désagréables. Et d'un seul coup, un soir, je ne pouvais plus respirer. Et là, c'est une sensation terrible. Je m'en souviens toute ma vie. Et c'est une tragédie. Hein. Donc, je ne pouvais plus respirer d'un seul coup. Et il a fallu que donc, je passe aux urgences. Ils m'ont rassuré, mon taux de saturation d'oxygène était au-dessus de 92, donc je n'ai pas été intubé. Mais j'ai senti ce virus me traverser le corps, d'abord les poumons, bien sûr, qui ont été très affectés. Là, j'ai récupéré les 3/4 de mes poumons, donc j'arrive maintenant à bien respirer. Mais les 15 jours qu'on suivi, j'ai senti le virus me traverser tous les organes. Et le cœur, j'avais mal au cœur, très très mal au cœur. Et ensuite les reins aussi, j'ai senti dans les reins. Donc j'étais un sujet malheureusement à risque sans le savoir. Et ben, j'en ai fait un roman qui sortira en janvier. Et c'est grâce à l'écriture que j'ai vraiment pu me sortir de là. Écoute, tu peux compter sur nous pour évidemment nous intéresser beaucoup à ce roman dans les temps qui viennent. Et moi, je m'intéresse aussi beaucoup à la manière dont tu as décrit de façon tout à fait originale sur les réseaux sociaux, qui parfois amènent des perles extraordinaires, puisque Maxence a écrit un certain nombre de personnages à chaque fois, qui étaient à la fois la maladie et le personnage, et dans une forme de pastiche parodique que j'ai trouvé tout à fait savoureux. Une question, peut-être avant de repasser la parole à d'autres. Ton médecin t'a dit si tu étais plutôt, je dirais, un malade de gravité moyenne plus ou de très haute gravité, parce que un certain nombre de gens ont malheureusement, alors évidemment, ont péri de cette maladie, d'autres ont été entubés et il semblerait que ça soit pas du tout une partie de plaisir, pour dire le moins. Toi, tu étais dans quelle catégorie par rapport à tout cela? Alors, je ne fais pas partie des plus graves, puisque les plus graves sont malheureusement plus là pour en parler ou ont été intubés. Moi, j'ai échappé à ça. Mais je fais partie des Covid assez sérieux et surtout des Covid longs ou post-Covid qui ont des séquelles pendant très très longtemps. Voilà. Et donc, j'ai oublié de dire, c'est que moi, il m'a fallu 1 mois de kiné pour marcher parce que mes muscles étaient atrophiés, il n'y avait plus d'oxygène. J'avais l'impression d'avoir les muscles brûlés. Et donc, au mois de mai, j'ai voulu, une fois sorti de mon lit, marcher un petit peu dans la rue et j'ai fait 200 mètres et je suis tombé. Et donc, il a fallu que je fasse rééducation pendant plusieurs semaines chez le kiné, pour pouvoir marcher à nouveau. Et puis après, progressivement, j'ai retrouvé mes muscles. Et puis, 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 j'ai retrou
nager, marcher un petit peu pour pouvoir retrouver mon souffle. Et maintenant, je vais beaucoup mieux. Alors, j'ai beaucoup de mal à marcher en montagne alors que je fais des reportages pour Alp Magazine. Ça, c'est un peu dommage. Mais je reprends peu à peu. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite et nous serons attentifs au développement positif de la santé dans les temps qui viennent. Peut-être avant de passer la parole à Philippe, je voudrais repasser la parole soit à Claude, soit à Martine. Bon, vous, professionnels de santé, vous avez été amenés certainement à connaître des gens atteints de Covid. Est-ce que ce que dit Maxence correspond au cas dont vous avez pu avoir connaissance, ou est-ce qu'il y a une palette extrêmement large de réactions à cette maladie? Je vais répondre, Martine, si tu veux bien. Oui, D'abord, oui, vas-y. je m'excuse de ne pas avoir pu te seconder dans la quête du mot que tu cherchais tout à l'heure. Indication, c'était. Voilà, Voilà, j'ai j'ai retrouvé. eu un appel téléphonique, il y a eu un crash d'hélicoptère très proche d'ici. Ah Voilà, mince. donc en fait, oui, pour répondre à la question de Eric, la palette des symptômes que Maxence décrit traduit vraiment le syndrome inflammatoire important qui atteint l'organisme, en particulier au niveau des voies aériennes supérieures et même pulmonaires, et qui touche dans l'ensemble du squelette, enfin du corps, avec une atteinte musculaire, une atteinte cardiaque. Et les symptômes sont la plupart du temps à peu près les mêmes, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des diarrhées, il y a une pharyngite, il y a des céphalées, mais ce qui domine, c'est la fatigue intense. Au départ, c'est une fatigue intense. Il y a même parfois donc, des douleurs pharyngées et un épisode fébrile qui est très variable. Et puis après, si le syndrome inflammatoire qui touche à la fois le tissu pulmonaire, les bronches, s'accentue, les échanges gazeux ne se font pas. À ce moment-là, il y a besoin d'une intubation, parce que sinon la vie est en jeu. Cette intubation permet une assistance respiratoire, mais l'intubation nécessite la mise en coma artificielle. Et après, donc, progressivement, on sort de ce syndrome inflammatoire. On sait maintenant que la corticothérapie est un appoint important quand la maladie a déjà évolué. Ça permet de diminuer ce syndrome inflammatoire au niveau des voies aériennes, pulmonaires en particulier. Et progressivement, le patient a son oxygène qui remonte dans le sang. On peut le débarrasser de l'intubation. Et après, le retour à la normale se fait, mais au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, peut-être plus encore. Merci Claude. Cette fois-ci, Martine, on va vous appeler Madame la sénatrice parce que c'est à la sénatrice qu'on s'adresse. Alors, qu'est-ce qu'on nous prépare exactement? Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que ça va se passer? Ça n'a pas forcément l'air d'être très facile. Est-ce que nous sommes en retard par rapport à d'autres ou est-ce que nous sommes plus prudents pour mettre en place un certain nombre de choses? Juste pour vous faire rire tous aujourd'hui, un certain William Shakespeare a été vacciné en Grande-Bretagne. Il paraît que c'est un des premiers. Un vieux monsieur qui s'appelle William Shakespeare. Et donc, les Anglais ont commencé, un certain nombre de Russes également ont commencé, puisque c'est très, très vif d'ailleurs dans les rues de Moscou aujourd'hui. Et puis, un certain nombre de Chinois, bien sûr. Alors, nous, Français, où est-ce qu'on en est, Madame la sénatrice? Alors, nous attendons la validation pour les 2 premiers vaccins, c'est-à-dire le vaccin Pfizer et BioNTech et le vaccin Moderna. On attend la validation par l'Agence européenne du médicament. En fait, il faut savoir qu'il y a, je crois, c'est 13 candidats vaccins au total, et ce sont ces deux-là qui sont prêts maintenant. Enfin, il y a aussi AstraZeneca qui vient de rejoindre les 2 premiers, mais qui n'est pas un vaccin à ARN messager. Ces deux-là sont prêts en premier parce que le vaccin ARN messager est plus rapide à préparer, plus facile à mettre en œuvre. Parce que dans les autres vaccins, on fait fabriquer
en laboratoire la protéine que l'on va injecter, alors que là, comme on le disait tout à l'heure, on injecte directement un petit bout de virus et c'est notre corps qui va fabriquer la protéine. Donc la mise en œuvre est plus facile. Et peut-être pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Eric, ce que l'on entend dire, c'est vrai que certains disent mais il a été fabriqué trop vite. Il faut savoir que les ARN messagers, les vaccins pardon, à base d'ARN messagers, ce seront les premiers, ceux-là, qui seront commercialisés. Pour l'instant, il n'y en a pas qui existent encore. Mais il faut savoir aussi que ça fait déjà une dizaine d'années que les scientifiques travaillent sur ce vaccin et que l'Organisation mondiale de la santé avait demandé ce travail, puisque justement, on voit apparaître de plus en plus de nouveaux virus et qu'il faut pouvoir être très réactif. Et ces vaccins-là, à base d'ARN messager, permettent d'être plus réactifs. En plus de ça, ceux-là n'ont pas besoin de ce que l'on appelle les adjuvants pour être plus efficaces. Quand on met des adjuvants avec certains vaccins, par exemple à base de protéines, c'est pour les rendre plus actifs. Là, on n'a pas besoin de les mettre. Donc, il y a en principe moins d'effets secondaires à attendre. Le gouvernement, Mais donc, c'est... Pardon ? Excusez-moi, le gouvernement a fait le choix de ne pas rendre obligatoire la vaccination. Du point de vue de la sénatrice que vous êtes, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est problématique? Bah, disons que c'est un vaccin qui est quand même nouveau, donc ne pas le rendre obligatoire, en tout cas dans un premier temps, je pense que c'est bien quand même, parce que la démarche aurait peut-être été difficile à comprendre dans un premier temps. Sans doute qu'ensuite, il faudra le faire, parce que pour que l'on ait une bonne immunisation de la population globale, il faudra qu'il y ait suffisamment de personnes vaccinées. S'il n'y en a pas assez, peut-être que cela deviendra obligatoire. Donc nous attendons le retour, je disais, de l'Agence européenne du médicament pour le 29 décembre pour le premier, celui de Pfizer, et ensuite, je crois que c'est le 12 janvier pour le deuxième, celui de Moderna. Et après, à partir de là, donc tout a été préparé. Hein. Aussi, pourquoi ces vaccins sont arrivés vite. Donc, comme je le disais, ça faisait 10 ans que des scientifiques travaillaient dessus. C'est de l'ARN messager, donc plus facile à mettre en œuvre. Et aussi, je pense que tout le monde a mis les moyens financiers pour que la recherche puisse aller vite, avancer vite, et aussi sur les démarches administratives, parce qu'il faut savoir, on se bat au Sénat pour ça là, depuis plusieurs années, pour arriver à faire en sorte que l'innovation thérapeutique soit mise le plus rapidement possible à disposition du patient. Parce que chez nous, c'est beaucoup plus long, par exemple, qu'en Allemagne. Pour nous, il faut 3 ans pour avoir une autorisation de mise sur le marché, alors qu'en Allemagne, au bout d'un an, ils peuvent l'avoir avec des révisions, bien sûr, mais ça va plus vite. On a un processus, comme pour tout d'ailleurs, administratif qui est très très long en France. Donc là, tout le monde a accéléré les choses pour que ce vaccin soit mis rapidement à disposition. Ça ne veut pas dire que c'est un vaccin au rabais, pas du tout. C'est simplement qu'il est plus facile à mettre en œuvre et que tout le monde a mis les moyens pour que ça aille vite. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire après? Oui, ce que je voulais dire, c'est que tout a été préparé pour la mise en œuvre de la vaccination. Par exemple, Santé publique France, on a au dernier conseil d'administration voté un budget pour l'achat des vaccins, mais aussi pour l'achat de ce qui va permettre sa conservation, parce que celui de Pfizer doit être conservé dans des conditions particulières. Donc ça, normalement, c'est prêt. Le gouvernement a annoncé l'achat de 200 millions de doses de vaccins, hein, il me semble. Et une première mise en œuvre se fera en janvier pour les personnes qui sont dans les EHPAD et les personnels des EHPAD. Ensuite, il y aura 2 phases successives, mais tout cela va s'étaler jusqu'au mois de juin. Et en fait, c'est pour ça que ça va demander un certain temps avant qu'il y ait un effet, puisque toute la population ne sera pas vaccinée en même temps. Merci. Claude, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à l'échange avec le public qui est là, puis aux commentaires de Philippe, ou est-ce que tu veux qu'on passe directement? Je trouve que ce qu'a dit Martine est assez complet. Il y a juste une chose que j'apporterais pour expliquer pourquoi on peut aller aussi plus vite, c'est que
le vaccin contre la Covid, c'est donc une protéine, l'ARN messager, qu'on injecte. À l'inverse, pour vous donner un autre exemple, le vaccin de la grippe, pour fabriquer le vaccin de la grippe, on est obligé de faire pousser le virus sur des œufs. Il faut le temps que ça pousse. Déjà ça prend du temps. Alors que là, il n'y a pas besoin de faire pousser le virus puisqu'on n'en a pas besoin du virus vivant, ni atténué, ni inactivé. Donc ça va beaucoup plus vite. Merci. Alors, cher public qui êtes là, et puis il y en a d'autres qui nous poseront d'ailleurs des questions très probablement sur les réseaux sociaux après, quand le film sera en ligne, ce qui va être le cas dans quelques jours. Je me suis réservé le rôle classique à Unifpop. Vous savez, on n'a pas d'opinion, mais on les a toutes. Donc, le but, c'est qu'on entende un peu le savoir des uns et des autres, et puis qu'ensuite, chacun se fait sa propre opinion. Mais quand des opinions ne sont pas représentées, il y en a un qui fait l'avocat du diable, et c'est moi, ou c'est l'animateur qui le fait. Alors, on a un certain nombre de questions dérangeantes après, mais on va laisser le public éventuellement en poser. Est-ce que soit Maxence, soit d'autres parmi le public, vous souhaiteriez vous exprimer, auquel cas il suffit de mettre votre vidéo, on vous voit, vous levez la main, on vous donne la parole et c'est parti. Qui s'y colle? Jean-Marie. Jean-Marie, il faut désactiver le... Voilà, votre micro est barré. Jean-Marie, la parole est à vous. Oui, mais là, c'est moi. Vas-y, vas-y. Voilà, bon, moi, je suis tout à fait pour la vaccination, mais il y aurait deux vaccins. Enfin, s'il y avait des vaccins russes ou chinois, ça, je ne me ferais pas vacciner parce qu'il n'y a pas de transparence. Les vaccins russes, ils n'ont même pas fini les essais qu'ils en font déjà. Enfin, donc voilà. Moi, alors que je suis tout à fait pour les vaccinations parce que bon, j'ai vu les dégâts que ça fait. Parce que j'ai été infirmière dans ma jeunesse. Donc, voilà. Mais c'est vrai que pour les vaccins russes et chinois notamment, là, je ne me ferais pas vacciner. D'accord. On demandera aux autres s'ils partagent ce point de vue. Est-ce que l'un de nos intervenants souhaiterait répondre ou est-ce qu'on passe la parole à quelqu'un d'autre? Elisabeth, c'est à toi. Alors, bonsoir à tous. J'aurais 3 questions, mais je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps pour les poser toutes. Tout d'abord, on a compris qu'il y aura plusieurs types de vaccins sur le marché. Est-ce que lorsque la période va venir par rapport à notre âge de se faire vacciner, est-ce qu'on aura le choix entre 1, 2, 3 vaccins ou bien est-ce que le vaccin nous sera imposé au regard de l'arrivage du dit vaccin en France? Alors là, je pense que... Allez, Martine. Au départ, je pense qu'on n'aura pas forcément le choix. Parce qu'effectivement, là, les doses qui ont été achetées par le gouvernement déjà sont sur les 2 premiers vaccins. Et bon, il n'y aura que celle-ci de disponible au départ. Donc, on n'aura pas le choix. Martine, si vous aviez un vaccin russe, vous le prendriez ou pas? Non, je ne crois pas. On a quand même un système de santé, alors en France et en Europe, de façon générale, qui ne met pas, on met pas n'importe quoi sur le marché. Quand on laisse un médicament ou un vaccin être sur le marché, c'est que l'on a quand même l'assurance de... par exemple, l'ANSM a dit récemment que chez Pfizer, pour l'instant, il n'y avait aucun, avec le Pfizer, celui sur lequel finalement on a le plus de recul, pour l'instant, il n'y avait aucun effet indésirable grave qui avait été rapporté, par exemple. On est quand même, on fait attention. Je pense qu'il y a suffisamment d'étapes. La phase 3 a été effective, elle s'est faite. Alors, peut-être qu'en temps normal, elle aurait été faite sur une population encore plus large ou en laissant encore plus de temps. Mais je pense qu'on a quand même une phase 3, malgré tout, qui est suffisamment étoffée, importante. Voilà. Alors, oui, pardon.
Claude, à toi. Oui. Ce qu'il y a de sûr, c'est que maintenant, avec cette phase 3 qui se termine, on a suffisamment de recul sur les effets secondaires indésirables immédiats. Sur le moyen et long terme, on n'a pas de recul, on ne sait pas. Ce vaccin est neuf, il est récent, donc on ne sait pas ce que donneront les effets secondaires à moyen et long terme. Mais quoi qu'il en soit, sur les effets immédiats, c'est vraiment tout à fait correct, voire extraordinaire. Maintenant, on va observer, mais il y a peu de chances que les effets secondaires plus tardifs soient vraiment importants. D'accord. Elisabeth, tu connais les règles du NIFPOP. A priori, on laisse la parole aux primo-questionnants. S'il y en a pas... Excusez-moi, je vous laisse juste une seconde. Allez-y, Martine. Allô? Oui, allez-y, Martine. Ah, pardon. Non, je pense que, voilà. On laisse la parole à quelqu'un d'autre et si par hasard, il n'y a personne, Elisabeth posera sa deuxième question. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite poser une question? Vous mettez votre vidéo et vous vous signalez. Bon, la question numéro 2 est pour toi, donc, Elisabeth. Ah, oui. Alors, oui. Il y a une autre personne, non? Je ne vois personne. Le docteur Duret a déjà répondu en partie à ma deuxième question. Cette deuxième question, c'était OK, les effets immédiats, on a un peu mal à l'épaule, tout ça, c'est pas trop grave, mais est-ce qu'il y a un risque apprécié, quantifié sur les effets à long terme? J'ai entendu parler de paralysie, ça doit être des cas rares peut-être, mais il faut que le public soit informé quand même, il me semble. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Il y a toujours un risque d'effets indésirables importants. Tant qu'on ne les a pas vraiment analysés et quantifiés, on peut difficilement les évaluer. Mais ça ne paraît pas être un risque vraiment dû à cette vaccination contre le Covid. C'est pas, dans le processus, je ne pense pas qu'on puisse interagir à différents niveaux de l'organisme, aussi bien au niveau de l'ADN, des antigènes, etc. Je vois mal comment ça peut se produire, mais je ne peux pas dire que ça peut ne pas exister. Ce n'est pas impossible, mais ça me paraît peu probable. Merci. Des questions d'autres personnes dans le public avant qu'on passe la parole à Philippe? Y a-t-il quelqu'un qui souhaite s'exprimer? Alors, Philippe, tu me permets, je vais en poser 2-3 gênantes avant que toi tu poses, voilà. Parce que, bon, vous lisez comme moi un certain nombre d'organes de presse, on entend un peu tout. Allez, on va passer par la pharmacienne et non plus la sénatrice. Martine, on entend quelque part, les vaccins, ça rapporte à Big Pharma. C'est-à-dire que c'est comme ça, non seulement ils nous rendent malades, mais en plus, ils vont se faire de l'argent sur nous. Bon, ça paye les vaccins? Alors ça paye comme toute industrie, hein, bien sûr, enfin, comme toute économie. L'économie, le but, c'est quand même d'avoir des bénéfices pour pouvoir, entre autres, réinvestir dans la recherche. Enfin, voilà, et on a quand même la chance d'avoir, même si on n'en a plus suffisamment, d'avoir encore des industries pharmaceutiques, quelques industries pharmaceutiques installées en France, un peu plus en Europe. Donc ça, c'est une chance. Mais effectivement, il y a toujours ce courant de pensée qui est là, de dire que l'industrie pharmaceutique, excusez-moi l'expression, s'en met plein les poches. Voilà. En tout cas, il faut que ça fonctionne pour qu'il puisse y avoir des recherches qui se poursuivent. Et ça, c'est important. Et puis aussi, on demande beaucoup de contraintes, donc dans le suivi, tout ça coûte énormément. Tout ce qui est suivi, là par exemple, sur ces vaccins et sur les antiviraux qui ont été mis sur le marché, en tout cas déterminés comme étant potentiellement actifs sur ce virus du Covid-19,
il y a tout un suivi qui est fait et qui demande des personnels supplémentaires, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc, il y a tout de même cette garantie derrière. Mais oui, effectivement, c'est une économie comme une autre et quelle que soit l'activité, que ce soit la fabrication de voitures, ou le but in fine est bien quand même toujours de réaliser des bénéfices. Sinon, ça sert à quoi? Alors, ceci dit, Nos industries, en tout cas, ne sont pas nationalisées pour se permettre de ne pas avoir de bénéfices au bout du compte. Ceci dit, bien qu'avocat du diable, je vais en rajouter sur ce sujet-là parce que, ayant consulté aujourd'hui justement un article sur l'économie de la santé, je me suis aperçu que dans ce qu'on appelle le big pharma ou les industries pharmaceutiques, en fait, l'économie du vaccin n'est pas du tout le plus rémunérateur et n'occupe qu'un pourcentage très minimal de leur chiffre d'affaires. Tout à fait, Eric, tout à fait. En fait, si tu veux, ce qui est plus rentable, c'est, je vais vous donner un exemple. La méningite, le vaccin de la méningite, ça coûte 50 €. Traiter une méningite, ça va coûter 8 000 € par antibiotique. Donc, les laboratoires Big Pharma ont intérêt à inventer des antibiotiques spécifiques plutôt que de chercher un vaccin. Merci. Alors, autre question qu'on entend beaucoup, vous avez dû voir ça, et vous, professionnels de santé, vous êtes peut-être senti visé. On parle de dictature médicale. Alors, est-ce que désormais, nous aurions abandonné nos libertés individuelles, auquel cas, Madame la sénatrice, il faut les défendre? Y a-t-il une dictature médicale qui se profile? Tu veux répondre, Claude, ou je réponds? Une dictature médicale. Je commence et puis je te laisserai compléter, poursuivre. Une dictature médicale, je ne crois pas, mais là, on est vraiment dans une crise sanitaire très grave, malgré ce que, là aussi, des personnes disent. Mais non, c'est pas si grave que ça. Tous les morts qu'il y a, ils ne meurent pas tous. En fait, on les comptabilise tous dans la Covid. Mais non, il y en a de toute façon qui avaient des cancers et qui allaient mourir. Donc, moi, je regrette, mais on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Ces personnes, elles étaient là en vie. Et c'est vrai que la Covid a accéléré leur décès. Oui, je pense qu'on est quand même dans une situation sanitaire très grave. Donc, que le milieu de la santé prenne le dessus et qu'il y ait ce conseil scientifique qui dit au gouvernement, non, pas de déconfinement avant telle date. C'est normal. Moi, ça me paraît tout à fait normal. Ce n'est pas une privation de liberté, c'est simplement protéger tout le monde. Si on laisse des gens faire n'importe quoi, c'est la liberté des autres qui devient en cause, puisqu'ils vont pouvoir contaminer d'autres personnes qui n'ont rien demandé et qui aimeraient bien pouvoir être tranquilles et ne pas avoir contracté la maladie. Donc, voilà, non, pas de restriction de liberté, je pense. Merci. Et vous avez déjà répondu tout à l'heure, d'ailleurs, à la question des OGM, hein, puisque c'est une autre chose qu'on entend. Là, il va y avoir de la thérapie génique, on va faire des vaccins OGM, etc. Vous avez répondu tout à l'heure, effectivement. Une chose qui m'interrogeait, c'est de savoir si... c'est le cas à l'heure actuelle où nous sommes privés de spectacles réels, et il se peut que d'une certaine façon cela fasse avancer l'industrie numérique. Est-ce que cette crise du Covid est en train de faire des bons aux biotech, par exemple? Est-ce qu'il va y avoir des progrès attendus dans ces domaines, tout comme malheureusement on sait que les guerres ont produit des avancées substantielles en matière d'industrie? Un petit peu oui, puisque c'est déjà la preuve avec ce vaccin à base d'ARN messager qui avait été testé, dont la fabrication était prévue, mais qui n'avait pas encore pu être mise en œuvre parce qu'il n'y avait pas assez de moyens mis là-dessus. Oui, d'une certaine façon, oui, puisqu'on se donne les moyens d'aller vers plus de recherche scientifique. Donc, on va plus vite. Alors, on entre dans la dernière partie de notre dialogue de ce soir, et je vous remercie d'ailleurs déjà
par avance pour la richesse qu'il a déjà contenue. Philippe Mazure, qui est donc le vice-président du NIFPOP chargé spécifiquement des sciences, mais qui est également un homme qui aime porter sur la réalité un regard aigu, s'est interrogé sur ce que nous traversons, c'est-à-dire non pas la crise scientifique, mais la réaction de nos concitoyens ou d'une partie de nos concitoyens à la crise en question, et notamment la défiance. Alors, Philippe, je te laisse la parole, puis après on laissera tout le monde réagir à tes propos. Et comme d'habitude, on pourra être en plein accord ou en plein désaccord avec toi, sans pour autant te traiter de nom d'oiseau. Voilà. À toi. Ah, il faut que tu mettes ton micro, on ne t'entend pas. Je te... Voilà. Nous ne t'entendons pas. Alors. Philippe. Alors, en attendant que Philippe trouve la manière de réactiver son micro, ce que je ne peux malheureusement pas faire à sa place, je propose éventuellement à d'autres dans l'assistance, s'il y a des interventions ou des questions complémentaires, d'intervenir. Chers amis qui nous écoutez, est-ce que vous avez envie de vous faire vacciner ou pas? Alors, personne ne semble avoir envie de nous donner sa réaction là-dessus. Philippe, est-ce que cette fois-ci, tu nous entends ou pas encore? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ça y est, nous t'entendons. Oui. Tu as donc trouvé ton micro et trouvé ta caméra. Donc, nous te voyons et nous t'entendons et tu as la parole. Ok, bien. Bonsoir. Il faut que tu parles plus près du micro, hein? D'accord. C'est mieux maintenant? Oui, mais visiblement, on se plaindra de la bande passante dans les Hauts d'Albertville. Bon, désolé. C'est une complication. Bon, effectivement, on a bien entendu. Philippe, coupe ta vidéo de façon à ce que tu puisses être davantage audible. Vas-y. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Beaucoup mieux. Est-ce que c'est mieux? Beaucoup mieux. Bon, voilà. Donc, je disais qu'on a rappelé effectivement, à juste titre, que les grands fléaux infectieux comme la variole, la rougeole, la coqueluche, la diphtérie, etc., ont été vaincus grâce à des vaccins. Et donc, ce qui paraît particulièrement étonnant, c'est la défiance qu'on peut constater actuellement, et en particulier en France, puisque ce niveau de méfiance vis-à-vis des vaccins est un record quasi mondial. Alors, je rappelle quelques chiffres. En 2019, 41% de la population française se déclarait méfiante à l'égard des vaccins, contre 17% dans le reste des pays européens. Un an après, malgré 55 000 morts attribuées au Covid-19, 53% seulement des Français se disent prêts à être vaccinés avec l'arrivée des premiers vaccins. Donc 47% de refus. On retrouve à peu près les chiffres de l'an dernier. Ce qui veut dire a priori que les refus ne sont pas liés à une crainte sur les possibles effets négatifs de ces vaccins produits avec une rapidité sans précédent, mais que la grande majorité des sceptiques le sont de manière chronique. Cette défiance a des racines profondes. Elle a commencé dès le premier vaccin au XVIIIe siècle. La vaccine, maladie infectieuse des bovins et des chevaux, fournit alors le vaccin qui immunisera l'homme contre la variole durant plus d'un siècle. Elle suscite dès l'origine des craintes qui se diffusent dans les traités médicaux. Mais dans la deuxième moitié du XIXe siècle,
c'est la presse qui élargit la défiance, avec des dessins quasi apocalyptiques. Ils évoquent le risque de minotorisation du corps humain par les vaccins d'origine animale. Si l'on n'a jamais vu de monstre mi-homme, mi-animal, ce pur fantasme laisse des traces. En 1885, Louis Pasteur n'y échappe pas totalement, malgré sa renommée. Il vaccine d'abord des animaux pour réaliser ses expérimentations contre la rage, avant d'administrer le vaccin à l'homme. Cela suscite des craintes et des critiques, y compris au sein des ligues de protection des animaux. La création de l'Institut Pasteur en 1887 soulève des hostilités. Le journaliste Henri Rochefort accuse Pasteur de chercher le profit et de n'inventer des vaccins que pour remplir les poches des laboratoires. La défiance à l'égard des Big Pharma est lancée. Venons-en à un autre point qui me paraît important. Les arguments anti-vax d'aujourd'hui ne sont pas ceux du XVIIIe ou du XIXe siècle, mais il existe des parentés que les succès répétés de ces 50 dernières années n'ont pas gommé. La défiance est confortée par un certain nombre de faits de société propres à chaque nation. Pour la France, j'en ai retenu 4 principaux pour expliquer les raisons de la colère. Excusez-moi ce mauvais jeu de mots. Première raison, les antivax sont le reflet de la confiance du peuple dans ses dirigeants, dans l'État et ses institutions. En France, un assez grand nombre d'affaires de santé publique ont défrayé la chronique au cours des dernières décennies. Le sang contaminé, l'amiante, l'hormone de croissance, les cancers liés aux pollutions environnementales, etc., etc. Les rangs des antivax sont nourris par ces dénis de santé publique récurrents et confortés par un véritable naufrage de l'institution judiciaire qui a des délais de procédure scandaleux. 23 ans pour l'amiante, 30 ans pour l'hormone de croissance. Deuxième raison, nous comptons en France un nombre élevé de médecins méfiants à l'égard des vaccins, guidés par un principe de précaution bien avant la lettre de la Constitution. Désolé de parler de moi, mais j'ai failli mourir à 4 ans et demi d'une diphtérie maligne parce que notre médecin de famille, excellent soignant par ailleurs, n'aimait pas les vaccins. Toujours avec le même médecin, je n'ai jamais été vacciné du BCG. Heureusement pour moi, d'autres l'étaient. La France n'a jamais brillé par sa culture de prévention sanitaire. Nos médecins sont bien formés aux soins, trop peu à la santé publique. Pour moi, le rôle du médecin de famille est déterminant. Troisième raison, l'absence de pédagogie de nos dirigeants qui laisse place à une information assénée et parfois trompeuse, comme on l'a vu avec les masques. Notre démocratie est verticale, jacobine et jupitérienne. On est loin de l'empathie déployée par les dirigeants et les institutions en Allemagne, au Danemark, en Norvège ou en Finlande. Quatrième raison, enfin, la méfiance envers les laboratoires pharmaceutiques, et on en a parlé. Je rappelle, ils ne recherchent que le profit et se moquent bien de la santé des gens. On pense bien sûr au scandale du Mediator qui a été cité. Oui, la santé est un business comme un autre. Cela peut paraître choquant, mais c'est un fait, et Martine l'a bien rappelé. Et cette industrie est contrôlée par des multinationales, les Big Pharma. Nous avons la chance d'en avoir un en France, qui est Sanofi. Ils font parfois de gros profits, certes, mais n'oublions pas qu'ils permettent de sauver des millions de vies chaque année, en particulier des enfants et des moins jeunes, comme la pandémie actuelle nous le rappelle, dans un monde sans vaccin. 1,5 million de morts en 9-10 mois. C'est relativement peu, mais si cela durait 3 ans, nous en serions à un taux de mortalité mondiale de 1 pour 1000. Sur 7 à 8 milliards d'humains, ça commence à faire du bruit.
Pour la France, le taux de mortalité est 3 fois plus élevé que la moyenne mondiale, ne l'oublions pas. Alors, la défiance s'explique, oui, mais elle est acceptable. Est-elle acceptable au niveau qu'elle a atteint chez nous? C'est le dernier point que je vais évoquer. Nous avons des raisons de s'inquiéter, de nous inquiéter pour notre santé mentale collective. Avant cette défiance à l'égard des nouveaux vaccins, produits très vite, il est vrai, on pourrait aussi s'en réjouir, nous avons eu la polémique sur l'hydroxychloroquine qui suivait de peu celle du lévothyrox. L'une et l'autre auraient pu être évitées si une espèce de désordre collectif, un emballement médiatique absurde, des réseaux sociaux surfant sur les préjugés complotistes et antisystèmes, n'avait rendu inaudible l'expression raisonnée de la science. Je ne parle pas de l'opinion personnelle des scientifiques, qui sont des hommes comme les autres, avec les mêmes qualités et les mêmes travers. Quand on évoque la science, on parle du savoir reconnu et validé collectivement par des spécialistes des questions traitées. Rien à voir avec des opinions. Il faut se méfier des vérités d'opinion quand le grand public est orienté vers des controverses scientifiques dont il n'a pas les moyens de juger avec pertinence. Je ne suis pas en mesure de juger des dangers possibles des nouveaux vaccins, mais je fais confiance au jugement collectif des spécialistes qui en ont retenu certains et écarté d'autres. Le cœur du problème français, c'est la confiance. La confiance en l'autre, en la science, en soi-même, dans les institutions, dans l'avenir, qui a disparu pour beaucoup d'entre nous. On doute de tout, mais ce n'est pas le doute méthodique de Descartes, c'est un scepticisme systématique, sans esprit critique. On trouvera sans doute mes propos excessifs, mais je pense qu'il est nécessaire de soulever, voire de dénoncer cette dérive pour la soigner. Car je la ressens comme une nouvelle forme d'obscurantisme qui en rejoint bien d'autres, et nous avons mesuré au fil des siècles jusqu'où cela pouvait mener. Voilà, je voudrais terminer avec une note d'optimisme. Je noterai que grâce à la lourdeur légendaire de notre administration, ça a été rappelé, la vaccination dans notre pays sera précédée par de très nombreux autres, ce qui nous permettra de juger des effets néfastes possibles des nouveaux vaccins. Comme l'a écrit aujourd'hui sur sa page Facebook notre ami Henri-Georges Brun, messieurs les Anglais, piquez les premiers. Plus sérieusement, ne peut-on pas penser que la raison est de se fier à la balance bénéfice-risque, comme l'a dit en introduction Martine Berthet. Face à des pandémies comme celle que nous connaissons en ce moment, il n'y a pas photo. Saluons les performances des scientifiques et des start-up, des biotech, qui ont mis au point plus d'une centaine de vaccins potentiels dans des temps jamais égalés. Oui, on a besoin des labos pharmaceutiques pour les produire industriellement. Et alors? Merci de m'avoir écouté. Merci à toi, Philippe, pour ces propos tout à fait stimulants. Et tu nous rappelles d'une certaine façon que Pasteur n'a pas fait que d'inventer des vaccins, puisqu'il a également dit il faut cultiver l'esprit critique, ou il faut vouer un culte à l'esprit critique. Bon, c'est un peu ce qu'Unifpop essaye de faire. L'esprit critique, ce n'est pas celui de critiquer systématiquement, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est de faire appel à un certain nombre de compétences et puis de se forger une opinion à partir de ces compétences. Et je crois que nos amis nous y aident beaucoup ce soir. On va bientôt conclure, chers amis, mais souhaitez-vous répondre ou réagir aux propos de Philippe sur... Est-ce que vous avez la même appréciation du niveau de manque de confiance de notre pays, chers amis? Moi, je vais dire deux mots. Je t'en prie. J'ai noté tout au long de ma carrière ce scepticisme. Je vais citer deux choses. On a parlé lors de la vaccination contre l'hépatite B de la sclérose en plaques. Et les études ont démontré qu'il n'y avait aucun lien avec un risque de développer une sclérose en plaques après une vaccination de l'hépatite B. De même, on a parlé de l'intensification du nombre d'autismes
dans la population après le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Et c'était une étude, soi-disant, qui avait été faite par un médecin qui s'appelait M. Wakefield, qui avait prouvé que c'était ce vaccin qui avait été responsable d'une augmentation du nombre d'autistes dans la population. Or, en fait, l'étude journalistique, enfin les recherches journalistiques ont prouvé qu'en fait cet homme, c'était une fraude et que cet homme avait triché. Donc, mais il a d'ailleurs été radié, je crois. Hein? Oui, il a été radié de l'ordre des médecins, mais tout ça contribue à intensifier le scepticisme et on n'a pas toujours connaissance dans le grand public des avis contraires qui ont été démontrés lors d'études et de recherches après être sortis de toutes ces fausses, de ces fake news. On n'a pas eu les études contraires. Donc, c'est ce qui permet de contribuer à faire perdurer un certain scepticisme dans la population qui est déjà très sceptique depuis longtemps, depuis le début des vaccinations en France. Alors, Martine, à vous, si vous voulez. Oui, je veux juste rebondir sur ce que vient de dire Claude. Beaucoup de choses sont basées là-dessus, sur cette fausse étude, entre guillemets, et effectivement, comme Claude l'a dit, personne ne veut regarder la réalité des choses et reste basé sur cette étude. Et puis aussi, j'aimerais rebondir sur quelque chose que Philippe a dit également, qui me semble important, c'est effectivement, il faut vraiment se fier et s'appuyer sur ce savoir validé collectivement. Je pense que c'est ça qui est important. Et effectivement, il faut s'appuyer là-dessus et s'y fier. Alors, un grand merci pour ce propos. Vous le savez, Martine, puisque vous nous aidez depuis le début, Unifpop, on essaye de faire la part entre ce qu'il y a de l'opinion, ce qu'il y a du savoir et ce qu'il y a de la croyance. Chaque chose a sa place, sans accent, mais chaque chose a sa place. Et merci ce soir d'y avoir aidé les uns et les autres. Alors, avant de faire la petite photo de groupe où je vous demanderai de nous faire un grand sourire pour que je puisse vous prendre en photo, je voudrais vous dire ce qu'on a en magasin pour vous pour les temps prochains. La semaine prochaine, nous ferons à peu près le même exercice, mais avec un neuroscientifique qui s'appelle Arnaud Carré, et nous travaillerons sur la chimie et l'électricité de l'amour, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on aime, lorsqu'on désire, lorsqu'on aime moins, lorsqu'on désire moins. Qu'est-ce que c'est qu'un coup de foudre pour un neuroscientifique? Et puis nous alternerons le propos par un certain nombre de textes, poèmes et textes de la littérature française ou mondiale pour pouvoir montrer que malgré tout, même quand on connaît les choses, ça n'en ôte jamais la poésie. Ça, c'est la semaine prochaine. Et la semaine d'après, nous aurons le plaisir de travailler avec Nicolas Cadenne. Nicolas Cadenne, qui est le rapporteur de l'Observatoire de la laïcité, qui vient de publier un livre qui s'appelle « Pour en finir avec les idées fausses sur la laïcité », et où nous nous interrogerons sur ce que dit la loi, ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle a tenté de dire en 1905, et nous essaierons là aussi de distinguer le vrai du faux. Alors, ça, c'est les prochaines choses, et puis on vous garde plein de surprises pour la rentrée. Alors, je vais vous demander de remettre votre vidéo les uns et les autres pour pouvoir faire une jolie photo de vous, sauf si vous n'aviez pas envie d'apparaître sur la photo. Et ce qui me donnera la possibilité. Alors, je vous propose, parce que ça marche très très bien sur la photo, faites-moi un grand signe de la main. Super. Ben, écoutez, un très grand merci à tous et à toutes d'avoir participé à l'échange de ce soir. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Attendez, il y a des gens nouveaux, donc on va les reprendre. Excusez-moi, levez la main à nouveau. Allez-y. Voilà. Alors, ce qui est prévu, c'est que notre ami Manon, qui nous a écoutés pendant une partie de la soirée, va mettre en ligne le petit film qui est là.
en retirant d'ailleurs peut-être un certain nombre de parties s'il y a des scories, mais il n'y en avait pas. Donc, je pense que c'est bon. Et puis, nous le mettrons en ligne. Si par hasard, l'un d'entre vous ne souhaitait pas que son propos apparaisse dans le petit film, vous nous le faites savoir par courrier électronique et nous ne le mettrons pas. Nous avons les moyens de retirer éventuellement tout ce qui serait à retirer. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Un des intervenants dont je savais qu'il allait poser des questions parce que c'est un spécialiste de l'épistémologie, mais il est aussi pompier. Et malheureusement, il nous a fait savoir pendant l'intervention, et Martine sait très bien pourquoi, et Claude aussi, qu'il était réquisitionné sur une scène pas très gaie dans notre entourage. Bonne soirée à tous et à bientôt. Bonsoir. Bonsoir.